Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'importance de la planification pour réussir au Canada. Donc, si vous êtes au Canada, ce live-là va certainement vous intéresser. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à me laisser des messages, des commentaires pour que je puisse répondre également aux questions. Donc, bonjour à vous tous. Est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, Maître Mot officiel. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour à tous ceux qui envoient des likes. Donc aujourd'hui, on va parler de l'importance de la planification pour réussir au Canada. C'est très important de planifier. Bonjour Memdo, bonjour David, bonjour la fille du boulanger. Donc, c'est très important de planifier quand on est au Canada. Et j'avoue que l'exercice de planification est d'autant plus difficile que la plupart du temps, on se dit, à quoi bon planifier même? Quel est l'intérêt de planifier? On a tellement peur d'échouer qu'on n'ose même pas. Parce que parfois vous arrivez sur le territoire, vous vous rendez compte que les choses ne vont pas être aussi faciles que vous pensiez. Ça va prendre de l'effort et vous vous dites, est-ce que je peux oser planifier ce que je rêve là? Est-ce que ce que j'ai dans ma tête là, est-ce que je peux oser planifier ça? C'est très déstabilisant, je vous avoue. Vous avez certainement déjà vécu cette situation-là. Si vous êtes au Canada depuis un moment, vous vous rendez compte que le pays s'est bien vendu et le niveau de difficulté auquel vous étiez préparé, ce n'est pas forcément ce niveau de difficulté-là que vous avez rencontré. Il y a de fortes chances que ça vous prenne un plus grand niveau d'effort, mais au bout de l'effort, vous allez réussir. Mais quand vous rencontrez toutes ces difficultés-là, il y a de fortes chances que ça vous fatigue. Mentalement, moralement, ça vous épuise. Vous vous dites, mais quel était donc l'intérêt? Quel est l'intérêt même de planifier? Autant mieux vivre, faire le strict minimum, ne pas trop se donner d'efforts. On a peur d'échouer. C'est ça la grosse, la grosse peur. C'est qu'on a peur d'échouer. On se dit, mince, si je tente ça et j'échoue. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà écrit, qui m'ont souvent appelé pour me dire, je veux faire telle chose. Mais personne n'a jamais fait ça dans la communauté. Je n'ai jamais vu personne d'autre faire ça. Et vous voyez, ça les paralyse. Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un d'autre. On se dit, mais pourquoi moi je vais tenter d'aller faire quelque chose que personne dans la communauté n'a jamais fait? Vous voyez, on a tellement peur. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que c'est très important de planifier. Même au Canada, c'est très important de planifier. C'est très important d'avoir un rêve. C'est très important de savoir avec clarté ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez faire, ce que vous rêvez de faire. C'est très important. C'est des exercices auxquels on n'est pas habitué. C'est des exercices qu'on néglige très souvent, mais je vous avoue que la planification, le fait d'écrire quelque chose quelque part, c'est très puissant. Je dis souvent que la première matérialisation d'un projet, c'est le fait de l'écrire ou de le dessiner, ça dépend de vous. Si vous êtes un styliste, si vous connaissez les stylistes, vous allez remarquer que la première partie, quand ils conçoivent quelque chose dans leur esprit, la première partie, c'est de faire des croquis. En fait, vous transportez quelque chose de l'irréel vers le réel, le fait de l'écrire. Très peu de personnes n'ont pas un agenda, négligent le fait d'écrire ce qu'elles rêvent de faire, ce qu'elles veulent faire. C'est très important. C'est les exercices qu'on néglige, mais qui sont très puissants. Prenez l'habitude de noter tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous avez comme rêve. Planifier, c'est même un acte de foi. Le fait de planifier. Parce que moi, je vois la chose comment? Je vois la chose comme, quand on dit « je ne planifie pas », ça veut dire qu'on n'a même pas la foi. Parce qu'on a tellement peur d'échouer qu'on se dit « mais pourquoi je vais même aller jusqu'à planifier ?» Vous voyez? C'est-à-dire c'est comme un acte de foi de se dire « je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment ça va marcher, mais je sais une chose, c'est que ça va se faire. » Et comme je sais que ça va se faire, je commence d'abord par écrire. On néglige très souvent l'écriture, on se dit « ah, dis donc, on écrit même quoi? C'est dans ma tête. » Non, moi je vois l'écriture, le fait de planifier comme la première étape de la réalisation d'un rêve. La première étape de la réalisation d'un projet. Il faut mettre ça par écrit. C'est-à-dire, ça rend l'affaire concrète. C'est-à-dire, c'est écrit quelque part. Si vous êtes chrétien, vous savez que habituellement, quand un chrétien veut s'appuyer sur... Pour soutenir une idée, il va dire, il est écrit. Donc, vous, quand vous allez dire que vous voulez réaliser quelque chose, est-ce que vous l'avez écrit? Est-ce que pour vous, c'est écrit quelque part ou c'est vague dans votre tête? Or, de l'écrire, ça fait que l'affaire est... Ça devient tangible, ça devient de plus en plus tangible. Vous voyez qu'on se rapproche quand même de quelque chose. Moi, c'est mon idée, hein, vraiment, et je partage ça avec vous parce que j'ai très souvent vu comment ça marche. C'est très important de planifier. Ne négligez pas l'exercice de planification.
Ne vous levez pas le matin sans faire une to-do list. Ne vous levez pas le matin sans faire une to-do list. Même si vous dites que vous ne travaillez pas encore, même si vous dites que vous êtes à la maison, vous n'avez rien à faire, même si vous dites que toute la journée vous restez avec les enfants. Non. Les 24 heures que vous avez en une journée là, c'est 24 heures qui ne reviendront pas. C'est 24 heures qui sont un capital que vous pouvez utiliser de manière utile. Donc quand vous vous levez, première chose, écrivez ce que vous allez faire de votre journée. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Vous allez vous lever à quelle heure? Vous allez faire votre repas à quelle heure? Vous allez manger à quelle heure? Qu'est-ce qui va occuper votre journée? Faites ces exercices-là de manière régulière. Vous allez voir comment il y aura un changement. Il y a une statistique que j'ai suivie une fois. Et je vous avoue que la première fois où j'ai suivi ces statistiques-là, j'étais un peu perdu. Cette statistique disait 98% des personnes n'utilisent que 2% de leur cerveau. 98% des personnes n'utilisent que 2% de leur cerveau. Et moi, quand j'ai suivi ça, je me suis dit, mais moi, je suis de quel côté? Parce que moi, j'aime savoir que j'ai utilisé l'affaire à fond. Donc, je me demande, je suis de quel côté? Je suis du côté des 2% qui utilisent quand même 98% de leur cerveau, ou bien je suis du côté des 98% qui n'utilisent que 2% de leur cerveau. Et je me suis également demandé, les 98% qui utilisent la totalité de leur cerveau, qu'est-ce qu'ils font concrètement? C'est-à-dire, c'est quoi même d'abord utiliser son cerveau à fond? Et en avançant dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une façon de dire que 98% des personnes n'ont pas d'objectif. Vous voyez? 98% des personnes que vous allez voir n'ont pas un objectif clair. C'est-à-dire que si vous demandez à quelqu'un aujourd'hui, c'est quoi ton objectif à la fin de l'année, qu'est-ce que tu aimerais avoir réalisé? Il y a de fortes chances que quelqu'un vous dise, moi j'ai pas d'objectif. Quelqu'un va vous dire, je veux faire telle chose, mais concrètement, un objectif derrière, il n'y en a pas. Il n'y a pas un objectif clair derrière que la personne peut vous afficher. Donc, sachez que aujourd'hui, votre cerveau-là, c'est quelque chose de puissant que vous pouvez utiliser pour faire tellement de choses. Votre cerveau. Et c'est pour ça que l'écriture est puissante. Le fait d'écrire quelque chose fait en sorte que votre cerveau intègre déjà qu'il y a quelque chose à faire. Vous mettez votre cerveau au travail en fait. Vous mettez votre cerveau au travail. Utiliser son cerveau à fond, c'est mettre son cerveau au travail. Parce que votre cerveau, là, c'est ça sa fonctionnalité. Une fois que vous lui avez donné l'objectif, une fois que vous lui avez dit, je veux faire telle chose, son travail, ce sera d'aller vous chercher des idées. C'est pour ça qu'il est important d'écrire. Écrivez ce que vous voulez réaliser. Même si les circonstances qui vous entourent ne vous donnent pas des raisons de croire. Écrivez et laissez votre cerveau opérer. Ayez un agenda dans lequel vous notez. Ayez un bloc-notes dans lequel vous notez vos objectifs. Il n'est pas tard. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on se parle en avril, ce n'est pas parce que vous entendez ça en avril qu'il est tard. Non, il n'est pas trop tard. Vous pouvez faire cet exercice-là, de planifier, de vous poser, de vous dire quel est mon objectif. Pour moi, réussir au Canada, ce serait quoi? Ce serait avoir accompli quoi? Ce serait, avoir fait quoi? Écrivez ça quelque part et regardez comment chaque jour vous aurez des idées. Chaque jour, il y a quelque chose qui va vous venir en tête. Chaque jour, il y aura une suggestion qui va vous apparaître. Vous allez même vous rendre compte que votre cerveau se concentre de plus en plus sur les aspects que vous avez énoncés. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir un objectif. Ayez des objectifs. Ayez un objectif. Je vais vous partager les outils que moi j'utilise très souvent pour m'organiser. J'ai d'abord mon agenda, mon bloc-notes. C'est-à-dire que j'ai également un bloc de to-do list. Vous pouvez le trouver dans les Dollarama. Il ne coûte pas cher, hein, quelque chose comme $1,25. Mais j'ai également ça. C'est mon agenda. C'est-à-dire, je prends mes notes et vous voyez, j'ai des marque-pages. Vous voyez, quand je prends des notes, si c'est une note très importante, je vais utiliser un marque-page. Je vais utiliser un marque-page parce que je sais qu'à un moment, pour me rappeler de la page où j'ai noté quelque chose, je tire juste le marque-page. Vous voyez, c'est des outils qui ne vous coûtent pas grand-chose. Vous voyez, ça ne vous coûte pas grand-chose. C'est des petits gadgets que vous utilisez, mais ça vous permet de rester organisé. Ça fait que quand vous vous levez le matin, vous êtes intentionnel. Je vous avoue que planifier vos journées, ça va même changer la structure de votre journée. Vous n'allez plus rester couché sur le lit jusqu'à 12 heures là, à ne rien faire. Non. Quand vous avez défini un objectif, ça change la structure de votre journée.
ça change totalement la structure de votre journée. Quand vous vous levez, vous savez que non, aujourd'hui j'ai telle chose à faire. À telle heure, il faut que je fasse telle chose. À telle heure, il faut que j'ai réalisé telle chose. Il faut que je mange à telle. Ça vous discipline en fait. Ça vous discipline. Mais quand vous n'avez pas une to-do list, quand vous n'avez rien à faire, quand vous n'avez rien prévu à faire, la journée peut finir, vous, ça ne vous dérange pas parce que vous dites, ah dis donc, il y avait d'abord quoi à faire. Or, d'avoir des objectifs sur votre journée, c'est quelque chose de très, très puissant. Et je vous disais que je comprends pourquoi beaucoup de personnes négligent cet exercice-là au Canada. Parce que vous arrivez et vous vous rendez compte que l'affaire dont le pays a été vendu, ce n'est pas forcément comme ça, mais que ça ne vous décourage pas. Il ne faut pas que ça vous décourage. Ne vous découragez pas parce que les réalités que vous avez trouvées sur le terrain sont différentes. Non. Vous avez un cerveau, utilisez-le justement pour voir, mais comment est-ce que je peux faire différemment de ce que je pensais que je ferais? Comment je peux faire différemment? Vous voyez, c'est pour ça qu'il est très important de s'entourer de bonnes personnes, de s'entourer des personnes positives qui vous donnent des raisons de croire. Parce que le risque aussi, c'est quoi? C'est que dans ce contexte-là, vous vous entouriez uniquement de personnes qui vous donnent toutes les raisons de douter, de perdre la foi, de perdre confiance. Et vous savez qu'ici, les problèmes de santé mentale, écoutez, c'est tellement présent parce que non seulement la peur d'échouer qui est présente, vous dites mais si j'échoue, vous avez également le fait que vous êtes seul, il n'y a personne qui vous accompagne, il n'y a pas quelqu'un qui va vous soutenir comme quand vous étiez enfant. Quand vous étiez enfant, avant de marcher, vous avez commencé à ramper, vous voyez, vous avez commencé à ramper, après vous avez commencé à tenir les meubles, après vous avez commencé à marcher debout, mais vous arrivez dans un pays où vous ne connaissez pas forcément grand monde, où vous ne connaissez personne, mais vous devez tout faire par vous-même. Il n'y a pas un parent qui va être là, si vous avez un enjeu, votre parent qui va vous dire que non, fais comme ça, fais comme ça. Vous êtes vraiment seul. Vous voyez, tous ces paramètres-là font qu'on est paralysé, on a peur, on se dit, mince, est-ce que c'est encore le moment de risquer faire quelque chose que je peux échouer? Ou un peu. Parce que l'on se dit, mince, si j'échoue ici, qui va me rattraper? Je suis seul. Ou un peu. Oh, quand vous étiez enfant, il y avait un parent. Vous voyez, quand vous avez grandi comme enfant, il y avait le parent, mais ici, il n'y a pas le parent, c'est vous le parent même parfois, parce que vous avez des enfants derrière vous, vous avez peut-être une épouse, si vous êtes un mari, vous avez toute une famille derrière vous que vous tractez. Et vous vous dites, non, ici, là, il n'y a pas de droit à l'erreur. Mais donnez-vous, validez votre droit à l'erreur. L'erreur, là, c'est humain. Et c'est normal que dans un premier temps, vous fassiez des erreurs. L'idée, c'est de retenir la leçon et d'avancer. C'est de ne pas refaire la même erreur tout le temps. Vous voyez? Donc, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas, je vais échouer. Parce que j'ai eu une conversation comme ça avec une dame et ça m'a tellement fait mal parce qu'elle me disait, elle est dans un secteur qui est porteur. Elle veut se lancer dans un secteur qui est porteur. Mais elle n'a jamais vu, de ce qu'elle voit, aucune personne de notre couleur n'a jamais été là-bas. Elle se dit, mais pourquoi moi je vais aller là-bas me risquer? Les personnes même qui le font pour rentrer, pratiquer dans leur pays d'origine. Et moi, je lui ai donc demandé, mais toi, tu penses que qui va donner des raisons à notre communauté d'espérer que ça, c'est possible? Que la personne viendra d'où? Tu penses que qui viendra dire aux gens, vous pouvez aller faire tel métier et réussir? Je lui ai dit, c'est comme ça. Aujourd'hui, quand tu es arrivé, tu es certainement allé faire, je ne sais pas, un métier, un emploi. Mais pour toi, c'était évident d'aller vers cet emploi-là parce qu'il y a quelqu'un avant toi qui est passé et qui a ouvert la voie. Donc, du coup, quand on te dit que si tu vas au Canada, tu vas faire telle chose, pour toi, c'est évident parce que quelqu'un avant toi est passé et a déblayé le chemin. Mais tu penses donc que pour que les autres portes s'ouvrent, est-ce que tu ne penses pas qu'il y aura quelqu'un qui devra être la première personne? Parfois, c'est ça notre rôle. C'est d'ouvrir les voies là où toutes les voies semblent sans issue. Et ce n'est pas un hasard que quelque chose soit dans votre cœur. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire aussi, écoutez votre cœur. Il y a quelque chose qui part dans votre cœur. Il y a quelque chose, il y a un message qui revient dans votre tête. Et ce n'est pas un hasard. Écoutez ce message-là et posez-vous la question, comment cette affaire-ci, comment je parviens à la réaliser? L'importance de s'entourer des bonnes personnes. Parce que si vous entourez des personnes négatives qui vont toujours vous dire que c'est pas possible, tu as déjà vu qui fait ça, vous allez être paralysé là et ça va tellement chauffer dans votre tête que ça va vous créer des boules dans le ventre. Vous aurez tout le temps comme du stress, vous serez tout le temps épuisé mentalement parce que votre corps tire d'un côté et votre cœur tire de l'autre. Ouais, ça vous crée un inconfort. Donc quand vous êtes entouré de bonnes personnes, quand vous avez les bonnes personnes qui vous accompagnent, qui sont à vos côtés, avec qui vous parlez,
Vous gardez la foi, même si les circonstances du quotidien ne vous donnent pas des raisons d'espérer, mais vous gardez la foi, vous savez que c'est possible. Ce que je veux faire là, c'est possible. Je vais trouver un moyen de le faire. Donc, faites de la planification, les amis. Ayez des cahiers comme ça. Moi, je vais vous donner une autre astuce que j'utilise. Vraiment, moi, je sature mon cerveau de ce que je veux réaliser. Quand je dis saturer là, c'est que je sature. En face de mon lit, j'ai 4 tableaux. Des tableaux blancs comme celui-ci. Je vous en ai même déjà parlé. Des tableaux blancs comme celui-ci. Et qu'est-ce que je fais sur ces tableaux-là? C'est que je note tout ce que je veux, tout ce qui me vient en tête. Vous voyez, j'ai toujours ces tableaux-ci et j'ai des marqueurs comme ça. Donc, quand j'ai une idée en tête, quand je fais mon exercice de planification, par exemple, je note sur ces tableaux-ci. Je mets objectif, vous voyez, à faire chaque lundi. C'est juste des exemples hein, pour que vous voyez à quel point c'est en face de moi. À faire chaque lundi. Vous voyez. Donc, c'est juste comme ça, mais c'est en face de mon lit. C'est-à-dire que chaque matin, quand je me lève, la première chose que je vois, c'est l'objectif que je me suis fixé. C'est-à-dire il n'y a pas de liste que je le rate. Chaque matin, il est là en face. C'est-à-dire ces tableaux-là, 4, parce que je les ai tous remplis. Il y en a qui ont mes versets bibliques préférés, il y en a qui ont mes objectifs, et il y en a qui ont des choses que je veux vraiment faire. Donc, chaque matin, quand je me lève, en face de moi, ces tableaux-là sont. C'est-à-dire, je ne peux pas les rater. Avant de m'endormir, ils sont là. Quand je me lève, ils sont là. Ça fait que mon cerveau, là, il va forcément tourner autour. L'information il va se mettre au travail. Mettez vos cerveaux au travail. Mettons nos cerveaux au travail. Saturons nos cerveaux avec ce qu'on veut faire. Écrivons, je veux faire telle chose. Faites en sorte que votre cerveau retienne ça. Faites en sorte que votre cerveau se mette au travail. Soyez du côté des 2% qui utilisent 98% de leur cerveau. Planifiez, c'est très important. Planifiez vos journées. 24 heures, ça passe tellement vite. 24 heures au Canada, ça passe tellement vite. Tellement vite. Regardez, on est quoi? Il est 11h41. Le temps de finir ce live, vous regardez encore votre montre, il est à 18h. Et ça passe tellement vite que si à un moment, vous ne sursautez pas en vous demandant, mais ça fait tel nombre de temps que je répète les mêmes routines, mais je n'ai pas de résultats différents, alors il faut que je fasse quelque chose de différent. Vous allez vous retrouver là à tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Donc, planifiez les amis. Ne dites pas que mais c'est un exercice qui ne sert à rien. C'est très important. Votre cerveau là, une fois que vous lui avez dit où vous voulez aller, il se met en marche. Il va vous envoyer des idées. Vous n'allez peut-être pas aimer, vous n'allez peut-être pas aimer les suggestions que votre cerveau va vous faire, mais votre cerveau va vous dire ce qu'il faut faire. Vous voyez, si vous dites par exemple à votre cerveau, j'ai envie de faire telle chose, votre cerveau va vous donner des idées. Tu ne vois pas que telle personne fait telle chose. Tu ne vois pas que pour faire ça, il faut parfois faire des lives sur TikTok. Tu ne vois pas que vous allez dire qui va aller faire les lives. Le cerveau a fait son travail de vous dire, mon cher, ça passe par un live TikTok. Ça passe par la présence sur les réseaux sociaux. Ça passe par, je ne sais pas, aller rencontrer des personnes. Vous allez dire non, c'est pas pour moi. Mais le cerveau a fait son travail. Il vous a dit, maintenant, de mener l'action, c'est vous. C'est vous qui devez vous lever, aller rencontrer les personnes, aller sur les réseaux, faire des lives, discuter. Je ne sais pas ce que ça va vous dire, mais l'idée aura déjà été là. Vous voyez? Donc, utilisons nos cerveaux à fond. Utilisons vraiment nos cerveaux à fond. Et ne négligeons pas l'exercice de planification. Surtout au Canada. Surtout au Canada. On va faire des erreurs, c'est sûr. Mais l'erreur même est dans le processus. L'erreur même, c'est une partie du processus. C'est une étape du processus de faire des erreurs, de tomber. Mais il ne faut pas juste tomber et rester à terre. Il faut tomber, se relever. Il faut être entouré de bonnes personnes. Repérez dans votre entourage des personnes positives, des personnes qui vous donnent de l'énergie. Parce qu'ici, on a besoin d'énergie. On a besoin de se sentir vivant tous les jours. Si vous êtes entouré de personnes qui vous ressassent tout le temps les mauvaises nouvelles, qui vous transfèrent toujours les mauvaises nouvelles, les pires nouvelles qu'il y a au Canada, c'est toujours ces personnes-là. Mentalement même, ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas. Vous voyez? Qu'est-ce que ça vous apporte? Une mauvaise nouvelle et tout le temps vous l'envoie. Des mauvaises nouvelles et tout le temps vous les envoie. Ça ne vous aide pas. À un moment, vous entourez des personnes positives. Vous voyez? Vous n'allez pas toujours être avec des personnes qui vont vous dire « Ah, ça ne va pas marcher. Tu sais, moi, j'ai essayé ça. »
Non, si la personne a essayé que ça n'a pas marché, la personne, ce n'est pas vous. Et même si vous échouez, considérez que c'est une étape du processus. Parce que la peur d'échouer va tellement nous paralyser qu'on ne va rien faire. On va rester là, on va dire, ok, je ne fais rien. On va se contenter du minimum et pourtant, on pouvait avoir beaucoup plus. On pouvait avoir beaucoup plus. Donc, écrivez vos rêves, notez vos rêves, planifiez. Il y a tellement d'outils que moi j'utilise. Je ne sais même pas lequel je ne vais pas vous présenter. Parfois, j'ai ce plan de la semaine là. Vous voyez, c'est des choses que vous trouvez au dollar à main. Ça ne coûte pas cher du tout. Je crois que celui-ci, il est maxi $1, je crois. Vous voyez? Donc, c'est des plans de la semaine qui vous aident. Chaque jour, vous savez ce que vous avez à faire. Ceux qui sont digitaux vont utiliser l'agenda sur leur téléphone si vous utilisez Google. Mais c'est des outils qu'il faut utiliser. L'utilisation de votre temps ici, elle est capitale. Elle est capitale. C'est la manière dont vous allez utiliser votre temps, votre cerveau qui fera la différence. C'est cette manière-là. Si vous ne prenez pas le temps de vous asseoir, de vous poser, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, vous allez vous retrouver dans un engrenage où psychologiquement vous n'êtes pas bien. Mentalement, vous n'êtes pas bien. Moralement, vous n'êtes pas bien. Vous voyez? Donc, j'espère que ce live-là vous aura été utile. Je vais peut-être ouvrir. Il y en a qui veulent peut-être intervenir. Laissez-moi juste savoir comment je vous fais intégrer. Je ne suis pas très bonne dans les lives aussi. C'est ça l'enjeu avec moi. Je ne suis pas très bonne dans les lives. Donc, vous allez me dire comment faire monter les gens qui aimeraient monter sur le live et tout. Et aussi, on ne va pas négliger de faire de la planification pour vos finances et des objectifs financiers. Faites de la planification pour vos finances et un conseil en sécurité financière. Si vous n'en avez pas, vous pouvez me contacter. N'hésitez pas à faire recours, à faire appel à un conseil en sécurité financière. Il va énormément vous aider. Vos finances aussi, c'est un des éléments qui joue sur votre santé ici au Canada. C'est un élément qui joue énormément sur votre santé au Canada. D'avoir des finances qui se portent bien, ça a un impact positif sur votre santé. D'avoir des finances qui vont dans tous les sens, ça joue sur votre santé. Vous pouvez être en très bonne santé, hein, mais la partie où on vous dit que vos finances, là, ça va dans tous les sens, ça peut créer du stress et dégénérer sur votre santé. Ça, vous le savez. Vous savez que si vous êtes en bonne santé et qu'on commence à vous stresser sur une question de finances, la santé va en prendre un coup. Vous voyez? Donc, c'est très important de mettre de l'ordre dans vos finances. Moi, je suis conseiller en sécurité financière. Donc, si vous recherchez un conseiller en sécurité financière, n'hésitez pas. C'est un service gratuit, sans engagement. On va parler de tout ce qui a trait à vos finances, qui pourrait vous stresser, les questions que vous vous posez, ce que vous ne comprenez pas dans le système, ce qui n'est pas encore assez clair dans le système. C'est vraiment sans engagement. Vous voyez, donc, n'hésitez pas. Mes contacts utiles sont certainement sous mes vidéos ou même sur ma bio sur TikTok. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on parle de ces choses-là. Pour vous libérer l'esprit aussi, parce que je sais que c'est des questions qui font stresser. Et je dis souvent aux gens, il n'y a pas intérêt à stresser parce que le conseiller en sécurité financière, c'est vraiment le professionnel qui a appris comment ces choses-là marchent au Canada. Et son service est gratuit. Donc, il vous décharge d'un certain stress. Ouais, il vous décharge d'un certain stress, d'une certaine pression. Vous pensez que l'argent fonctionne de la même manière dans ce pays que dans votre pays d'origine. Mais non. Mais non, l'argent ne marche pas forcément au Canada comme dans votre pays d'origine. Donc, parfois, de venir avec ces connaissances-là ici au Canada, de les appliquer de la même manière au Canada, ça fait qu'on a parfois comme des frustrations après. Parce qu'on vient de comprendre, mais en fait, ça ne marchait pas comme ça. On se sent frustré, on se dit, mais j'aurais dû savoir ça depuis le début. Donc, je vous dis, rapprochez-vous d'un conseiller en sécurité financière. Ces services sont gratuits et sans engagement. Il vous aidera à mettre de l'ordre dans vos finances. Il vous aidera à voir clair sur certains aspects. Il y a certainement des questions que vous vous posez qui pour vous ne font pas sens, ou alors des choses que vous entendez ou qui pour vous ne font pas sens. Rapprochez-vous du conseiller en sécurité financière. C'est un professionnel qui a une licence. Quand je vous dis licence, ça veut dire que pour exercer, pour porter ce titre-là, c'est le gouvernement qui leur donne la licence. Donc, on passe un examen. On passe un examen et on a un cours d'éthique et déontologie qui nous apprend comment nous comporter avec les personnes que nous rencontrons. Donc, c'est comme si vous rencontrez un médecin.
Vous voyez, je ne sais pas s'il y a beaucoup de professions qui ont le cours, qui ont une déontologie et une éthique. Mais le conseiller en sécurité financière a une éthique à respecter, même dans sa manière de travailler avec vous. Vous allez voir qu'il y a des attitudes qu'il n'aura pas. Il y a des choses qu'il ne devra pas vous dire. Moi, il y a parfois des rencontres que j'ai avec des personnes et durant la rencontre, elle me dit, est-ce que je peux inviter une autre personne, un proche à elle? Je lui dis, je ne peux pas vous dire, c'est vous qui savez le niveau d'information que vous voulez que cette personne sache de vous. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas. C'est vous qui voyez, parce que ce qu'on va se dire ici est censé être confidentiel. Si vous ramenez quelqu'un dans la conversation, c'est le risque que vous prenez. Si vous l'assumez, moi, je vous dis de l'inviter. Donc, le conseiller en sécurité financière, c'est un professionnel. Retenez-le, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé un jour, a commencé à parler d'argent. Non, on a une formation qu'on suit. C'est une formation que vous suivez, où on vous apprend quels sont les produits financiers qui existent au Canada, quelles sont les solutions, les protections, les possibilités d'investissement et comment vous travaillez avec les personnes. Vous voyez, dans le conseil en sécurité financière, rapprochez-vous d'un conseiller en sécurité financière. J'en suis une. Si vous ne vous sentez pas confortable de travailler avec moi, rapprochez-vous de quelqu'un. L'idée, c'est juste que vous soyez apaisé du côté de vos finances, que vous ne stressiez pas inutilement alors qu'il y a un professionnel qui peut vous aider. Parce que parfois, c'est ça la difficulté, c'est que les gens n'ont pas la bonne information. Les gens se disent que ah, mais tout est payant, même le conseil en sécurité financière. Là. Non, ces services sont sans engagement. Donc, quand il termine la rencontre avec vous, il vous fait ses recommandations et maintenant, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Vous êtes libre de les appliquer ou pas. Vous voyez, vous êtes libre d'appliquer ce que le conseil en sécurité financière vous dit ou pas. C'est à vous de voir. Donc, quel est donc l'intérêt de vous stresser alors qu'il y a quelqu'un qui peut vous donner des idées, des solutions, des astuces? Pourquoi vous vous stressez? Vous voyez? Donc, il y a cette information-là que peut-être vous n'aviez pas, mais rapprochez-vous d'un conseiller en sécurité financière. Il va vous donner plein d'informations, je suis sûr que vous n'avez pas forcément. Parce que lui, il se forme continuellement sur le domaine. Il se forme continuellement. Donc, moi, je vois souvent le conseiller financier comme la personne qui vous permet de mettre votre cerveau dans autre chose. Ouais, lui, il s'occupe des aspects liés à votre argent. Et je vous précise, hein, ce n'est pas qu'il prend des décisions sur votre argent sans vous demander l'autorisation. Non, 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 non. Tout ce que le conseiller en sécurité financière fait demandera votre autorisation. Même quand vous allez décider d'investir, par exemple, d'épargner, de faire, je ne sais pas ce que vous allez faire avec vos finances, le conseiller en sécurité financière ne signe aucun papier à votre nom. Il ne fait aucun investissement à votre nom. Tout, c'est vous qui le faites. Moi, personnellement, je suis conseiller en sécurité financière, mais je fais du courtage. Ça veut dire que j'ai plusieurs compagnies qui sont mes partenaires. Vous voyez? Donc, à aucun moment, quelqu'un va me dire que je traite ces affaires pour lui. Non. Pour toute décision qui concernera vos finances, il faudra que vous vous posiez avec votre conseiller en sécurité financière pour faire l'exercice de recueillir vos besoins, de comprendre votre situation. Vous voyez, ça, je trouve que ça vous ôte un gros stress. Ça vous enlève un gros stress. De savoir qu'il y a quelqu'un que vous pouvez appeler quand vous vous posez des questions sur l'argent. C'est très important. Et quelqu'un, une personne qui est votre référence. Comme quand vous avez un souci de santé, vous avez un médecin, non? Vers qui vous allez. Si vous avez un mal récurrent à la tête, là, vous allez certainement appeler votre médecin, lui dire de manière récurrente, j'ai mal à la tête. Donc, pareil pour vos finances. Rapprochez-vous d'un conseiller en sécurité financière. C'est une personne de confiance. Vous devez avoir confiance en cette personne-là. Vous devez avoir confiance parce que je dis souvent aux gens, les finances d'une personne, on rentre dans son intimité. Connaître les finances d'une personne, c'est une grosse charge. C'est une grosse responsabilité. Et c'est pour ça que je vous dis, on a une licence. On ne se lève pas un matin, on dit qu'on est conseiller en sécurité financière. Regardez bien sur les réseaux sociaux combien de personnes affichent ce titre-là. Parce que ce n'est pas un titre qu'on porte n'importe comment. Conseiller en sécurité financière, faites le tour des réseaux sociaux. Quand vous entendez quelqu'un vous dire « Je suis conseiller financier », regardez au fond, est-ce qu'il met conseiller en sécurité financière? Ce n'est pas des titres qu'on porte au hasard. Je vous dis, c'est une licence. Si vous prenez mon nom, vous allez sur le site de l'autorité des marchés financiers, vous allez voir que je suis inscrit. C'est une profession très, très réglementée. Donc, il faut faire très attention. Vous voyez, il faut faire très attention. Beaucoup de personnes sur les réseaux parlent de finances, mais très peu sont des conseillers en sécurité financière. Vous voyez, parce qu'on a une licence. Et la licence, là, c'est une responsabilité. Je vous dis, on a un code éthique et déontologique. Si je vous rencontre aujourd'hui, je vais déjà vous dire que tout ce qu'on va se dire, c'est sous le sceau de la confidentialité. Il n'y a aucun risque que ce que je vous dis
ou ce que vous me dites, à un moment donné, même dans une blague, hors rencontre, que je vous balance ça. Il n'y a pas de risque parce que c'est une profession réglementée. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est conseiller en sécurité financière. Beaucoup de personnes savent comment les finances marchent, mais très peu sont des conseillers en sécurité financière. Très peu ont une licence, parce que c'est une licence qu'on a. C'est une licence qu'on a. On a une autorisation d'exercer. Dans chaque province où nous exerçons, on a une licence qui nous est délivrée. Donc, faites très, très attention. Les conseillers en sécurité financière, ce ne sont pas des personnes qui savent juste comment marche, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on va dire, le CELIA, comment marche le CELI. Non, 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 non. Conseiller en sécurité financière, là, c'est pas un jeu. On a une licence, on a un droit d'exercer. C'est comme le médecin. Les médecins ont un code éthique. Parce qu'on sait que vous rentrez dans une partie sensible de la vie des gens. Vous rentrez dans une partie très sensible de la vie des gens. On ne va pas laisser n'importe qui rentrer là-dedans. Hier, je posais la question lors d'un webinaire, je demandais aux gens, imaginez que la personne qui gère vos finances, ce soit quelqu'un comme ça. Vous ne savez même pas, le gouvernement ne sait même pas comment le repérer, le gouvernement ne sait même pas qui il est. Est-ce que vous-même vous serez tranquille? On vous dit que la personne qui s'occupe de vos finances là, ce n'est pas quelqu'un sur qui on a la main. C'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de le retrouver s'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que vous-même vous serez tranquille? Est-ce que vous serez tranquille? Non, vous ne serez pas tranquille. Donc le conseiller en sécurité financière, là, retenez que c'est un professionnel qui a une licence. Quand vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux afficher ce titre, conseiller en sécurité financière, retenez que c'est une personne qui a une licence. Le gouvernement lui a donné le droit d'exercer et de porter ce titre-là. À un moment, le gouvernement disait même aux gens de ne plus porter ce titre, même par abus. C'est-à-dire, même par abus, c'était interdit. On a dit aux gens, arrêtez, par abus. Et quand je vous dis c'était grave, ça veut dire que ceux qui portaient même ce titre-là, ils encouraient des sanctions. Donc, quand vous entendez conseiller en sécurité financière, sachez que c'est des personnes qui ont fait des études. Il y a une étude, il y a une formation que nous faisons. Donc, quand je vous parle de finance, j'ai fait une formation. Ici, au Canada, j'ai une licence. Vous voyez? Donc, ne prenez pas ça à la légère d'avoir un conseiller en sécurité financière. C'est un professionnel qui a étudié et qui a une licence. Ça devrait vous rassurer. Ce n'est pas quelqu'un qui est resté dans sa maison, qui a tellement lu et qui finalement comprend comment ça marche. Non. Si on a tellement lu et qu'on comprend comment ça marche, même en allant vers les personnes, si on fait une erreur, qui est comptable? Or, le conseiller en sécurité financière, s'il y a une erreur, on le retrouve et il répond de son erreur. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes, quand on finit de faire une rencontre, quand je vous fais des recommandations, si vous ne validez pas mes recommandations, ça va apparaître quelque part. Ça va apparaître dans un document où je vais dire, je vous avais fait telle recommandation, vous avez fait plutôt le choix d'opérer de cette manière-là. Et vous n'en voyez pas l'importance là sur le coup. C'est quand les problèmes arrivent que le conseiller aussi, il peut lever les mains, il va dire non, je vous avais recommandé. C'est vous qui avez dit que vous préférez de cette manière. Vous voyez jusqu'où ça va, la responsabilité du conseiller en sécurité financière. Je prends souvent le cas typique de l'assurance vie. Quand je rencontre une personne, je lui dis, tu es un parent, tu as des enfants, tu es avec ton conjoint ou ta conjointe, tu me dis que tu veux faire tes investissements, je respecte, je comprends, mais pourquoi tu ne t'assures pas d'abord à la base? Pourquoi tu ne te protèges pas? La personne me dit non, je vais vivre et tout et tout et tout. Je lui dis, je comprends, hein, c'est clair qu'on va vivre. Le problème de mon côté, c'est quoi? C'est que si quelque chose t'arrive aujourd'hui, c'est-à-dire si je ne le souhaite pas et je croise les doigts, si tu décèdes, quand on va rentrer dans tes documents, on va se rendre compte que, mais voici un monsieur ou une dame qui avait un conseil, ou une dame qui avait un conseil de fin de vie. Je lui dis que bon, quand on est rendu à cette étape-là, non, ce n'est pas que, ah non, c'est le conseiller qu'on va voir. On va lui demander comment cette personne-là a réussi à avoir des investissements, à faire ses placements, à t'avoir comme conseiller en sécurité financière, mais ne pas être couvert. Et c'est là où les documents de conformité interviennent. Je vous dis que ce n'est pas un jeu, être conseiller en sécurité financière. On rentre donc dans la conformité, dans tous les documents que je vous ai transmis. Et moi, je peux me dédouaner, je vais dire oui.
Je lui ai parlé de l'assurance, je lui ai dit que c'est très important de s'assurer. Mais la personne m'a dit non, elle ne s'assure pas. Et voilà, vous avez signé. Donc faites très très attention. Le conseiller en sécurité financière, lui-même il engage sa responsabilité. C'est pour ça que ce n'est pas des décisions qu'on prend c'est-à-dire qu'on prend au hasard. Même les recommandations qu'on vous fait, c'est des recommandations qui vont nous suivre. Parce que c'est avec moi que vous avez été, je vous ai fait la recommandation. Si vous l'avez suivi, je suis capable de dire oui, c'est moi. Mais si vous ne l'avez pas suivi et qu'il y a des conséquences lourdes, le jour où on m'appelle, je vais dire oui. Je lui avais pourtant dit, hein, c'est pas que je ne lui ai pas dit, je lui ai dit que la base de tout ça, c'est déjà de s'assurer de prendre une assurance vie, mais il ou elle m'a dit, il ne veut pas être assuré. Donc les amis, je prends un autre point. Assurez-vous quand vous êtes au Canada, s'il vous plaît. Assurez-vous quand vous êtes au Canada. Ne jouez pas avec ça. Vous avez suivi ce que je vous ai dit. Vous avez des investissements, vous avez des placements. Si vous n'avez pas une assurance vie, si quelque chose survient, le conseiller en sécurité financière, il pourra se dédouaner. On est d'accord. Mais la famille fait comment? Comment fait la famille qui est restée? Comment vit la famille? Donc c'est la base. C'est la base. C'est la base. C'est la base. Donc ne négligez pas, ne dites pas, ah l'assurance vie c'est... Il faut vivre les cas que nous vivons pour comprendre l'importance d'une assurance vie au Canada. Il faut vivre ces cas-là pour comprendre. Il y a des personnes qui arrivent au Canada, une semaine, 2 semaines plus tard, lors d'une visite médicale de routine, qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent qu'ils couvaient un gros problème de santé. Et vous savez qu'en matière d'assurance vie, il y a l'âge, le sexe, le statut fumeur. Et chemin faisant, on vous pose des questions sur votre état de santé. Donc, quand vous arrivez, allez vous assurer. Allez prendre des assurances. Même si vous ne prenez pas l'idéal pour vous en termes d'assurance, mais protégez-vous déjà. Sécurisez ce que j'appelle votre assurabilité. Sécurisez ça, on va en parler dans d'autres vidéos, mais sécurisez ça. Ne négligez pas le fait d'arriver au Canada et de ne pas être assuré, non. Ne faites pas trop longtemps au Canada sans prendre une assurance. Parce que plus vous mettez du temps dans le système, à un moment vous vous retrouvez dans des hôpitaux, vous vous retrouvez dans des hospitalisations. Vous voyez, tout ça c'est des informations qu'à un moment l'assureur peut aller checker. Pourquoi vous avez été hospitalisé? Pourquoi vous avez fait 4 jours d'hospitalisation? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous ne pouvez pas mentir. Je dis souvent, on est comme dans une prison. Vous ne pouvez pas mentir, tout est connecté. Si vous mentez même, on sait comment on va retrouver l'information. Vous avez un bureau médical, non? On rentre là, on check. Ah, il avait fait tel nombre de jours parce que. Donc, ne faites pas trop longtemps quand vous arrivez au Canada sans vous assurer. Faites pas, ne mettez pas trop long. Il y a des solutions, mais à tous les prix, abordables. Allez, prenez déjà ça, sécurisez déjà votre assurabilité. Ça fait que le jour où vous voulez maintenant prendre l'assurance qui correspond peut-être à vos moyens, à vos attentes, à ce que vous voulez faire, écoutez, vous êtes déjà assuré. Ça veut dire que votre assurabilité, vous l'avez déjà sécurisée. Les questions qu'on va vous poser, ça ne sera plus les mêmes. Vous voyez, vous avancez, au moins vous avez pris une longueur d'avance. Mais quand vous faites 1, 2, 3, 4, 5 ans au Canada, avant de penser à vous assurer, et dans l'intervalle, vous avez souvent été malade, vous avez souvent été à l'hôpital, vous avez souvent... Mais on comprend qu'il y a un niveau de risque qu'il faut pouvoir gérer. Vous voyez ça? Donc, s'il vous plaît, protégez-vous, protégez vos familles si vous avez la possibilité. Contactez un conseiller en sécurité financière. C'est dans votre intérêt. Vous ne le comprenez peut-être pas là, mais avec le temps, vous allez comprendre que ben, c'est quelqu'un qui me déchargeait même d'un stress. Est-ce que vous ne voulez pas être des boss? Vous ne voulez pas être des boss, genre vous restez comme ça, dites que bon, j'ai même rendez-vous avec mon conseiller en sécurité financière demain à 10 h. Regardez comment ça vous hype même. C'est-à-dire que j'appelle mon conseiller en sécurité financière, là, je veux comprendre pourquoi. Mais vous avez déjà le stress du Canada, vous avez déjà le stress du travail, vous avez le stress des enfants, vous avez le stress de, je ne sais pas, la famille au pays. Vous l'avez encore rajouté le stress de gérer votre argent. Pardon, laissez le professionnel faire ce travail-là. Il vous rencontre, il vous dit, quand vous rencontrez, il vous dit, voilà comment ça a rentabilisé de ce côté-là, voilà comment ça évolue de ce côté-là. Soyez les boss que vous êtes. Croyez-vous que quand vous allez être boss là, ça va commencer par quoi? Ça commence par des choses comme ça. Prenez déjà le gratuit là et faites le boss avec. Pourquoi vous vous dérangez? Pourquoi vous voulez avoir mal à la tête là où votre tête peut respirer? La partie stressante de vos finances là, laissez un conseiller en sécurité financière de confiance gérer. Parce qu'il y a des personnes alors qui magazent, c'est-à-dire qu'elles-mêmes elles sont à la manœuvre. Elles ont peut-être 5 conseillers en sécurité financière. Je dis 5. C'est-à-dire l'assurance vie est là-bas, le CELI est là-bas, le CELIAP est là-bas. À un moment, je leur demande que mon cher, qui gère tout ça? Comment toi tu te retrouves dans tout ça? Donc, chaque fois que tu veux savoir une information,
Tu appelles combien de personnes? Tu trouves pas que c'est pénible? Centralise tout ça chez une personne. Chaque fois que tu as une question en lien avec tes finances, tu appelles une seule personne. Vous ne trouvez pas? C'est-à-dire, vous vous compliquez même la vie à tous les niveaux. On se complique la vie à tous les niveaux. Tel geste, ceci, tel geste. Ça fait beaucoup. Et vous croyez que c'est rien, mais c'est votre cerveau qui s'épuise alors que vous avez des choses précieuses sur lesquelles vous pouvez mettre votre cerveau. Quand vous avez quelqu'un, un professionnel, comme je vous ai dit, qui a un code éthique, une déontologie à respecter, vous comprenez que vous le laissez gérer. Il est un professionnel, il ne peut pas s'amuser avec sa licence. Au risque de la perdre, il ne peut pas. Mais on veut tout gérer. On veut tout gérer. Parfois, je regarde ça, je dis, mais qui surveille même tout ça derrière? C'est-à-dire, qui à un moment s'assure qu'on est en train d'aller dans le bon sens? Parce que vous avez 5 conseillers en sécurité financière. Ça veut dire que le conseiller, ça devient vous. Vous voyez, si vous avez 5 conseillers, ça veut dire qu'ils ne sont plus les conseillers. Le conseiller, ça devient vous. Donc, ça devrait être l'inverse. Vous devriez être celui qui donne les directions et le conseiller va faire le nécessaire. Il va faire les recherches nécessaires pour pouvoir répondre à vos attentes. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas plus beau comme ça? Je sais pas pour vous. En tout cas, je crois que j'ai assez parlé aujourd'hui. On va certainement se retrouver demain pour un autre live. Je vous dis à bientôt. On retient qu'il faut planifier. Il faut mettre son cerveau au travail pour les choses qui comptent. Il faut garder la foi. Il faut rester positif. Il faut s'entourer de personnes positives. Pour ceux qui veulent me contacter, qui veulent recourir à mes services de conseil en sécurité financière, n'hésitez pas. Il y a forcément mes contacts dans une des vidéos. Hello Michel Amy, je vous dis à bientôt pour un prochain live.